une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. En avant! Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire une grève de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites les casques! Boucliers! En protection! Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là? Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé.
raté l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage et ça continue. Si c'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup paraît à la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Ça. On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population et représentent 10% des gaz à effet de serre. Et si on prend les 10% les plus riches, ils représentent près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émissions sur une vie entière. C'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privé, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète.
On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough.
On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée. La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Mépris, mensonge, violence, souffrance. Mépris, mensonge, violence, souffrance, souffrance. Moi, je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec le fait que je me suis fait matraquer, qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en moins. On voudrait juste manger correctement. On bouffe plus, nous. CDI, on bouffe plus. À CDI, on n'a rien à la fin du mois. Ils pourraient au moins nous laisser manifester, quoi. Arrêtez plus de frapper, on était tous au sol. Assassins! On est bardés! On est bardés, putain! Pourquoi vous nous faites ça? Amis du café, amis de la police, amis de la justice et de la justice bien rendue, amis des jeunes avocats déjà prolixes et productifs, ils en sont à leur deuxième livre, comme par exemple celui-ci, Raphaël Kempf. Il est là, il est chez lui. C'est même le troisième, il me dit dans mon oreille. Oui, enfin, le premier, c'était sa thèse, ça va. Et bon, le deuxième, vrai livre, moi, je dis, voilà. Et celui-là, il est super. Violence judiciaire, la justice et la répression de l'action politique. Ça sort ces jours-ci aux éditions La Découverte. Tout ça est très défavorablement connu de nos services. Et c'est un livre vraiment stimulant, qui pose en fait une question, autour de laquelle on va tourner aujourd'hui, je pense. Et si le problème de la justice
c'était la police. Retournement, effet de manche, un truc d'avocat incroyable. Je vais voir si Maître Kempf est dans les parages. Maître Kempf est en train de terminer son croissant. Bonjour Maître Kempf. Bonjour David. Ah, alors attends, je t'entends en double. Comment vas-tu? Oui, je t'entends. Attends, bouge pas. Tu connais la maison, tu sais, c'est comme dans les salles d'audience, il y a toujours des problèmes de technique, tu sais, quand vous voulez diffuser des images, des trucs, ça marche jamais, l'écran qui descend, voilà. Mais je crois qu'on t'entend. Est-ce que vous entendez Maître Kempf? Il faudrait parler Maître Kempf. Bonjour. Ah, je pense que oui. Je vais monter le son un tout petit peu. Il s'agirait qu'on fasse une bonne émission, mon cher Raphaël, parce que j'ai comme l'idée que celle-ci, c'est peut-être celle qu'on va fourguer à Blast, tu sais. Donc après, ça c'est beaucoup vu, quoi. Oui, voilà. Tu peux te redresser, c'est pour Blast. D'accord, ouais. À tout de suite, le mec. Ah oui, ça y est, c'est comme le cours d'appel, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu peux plus rien faire. Enfin, si, bien sûr. Comment vas-tu? Ça va. Il est tôt. Il est tôt. Alors, il faudrait peut-être que tu montes si tu peux te rapprocher de ton micro, si c'est possible pour toi. Comme ça, là. Ouais, comme ça. Ouais, là, je crois que c'est mieux. Approchez-vous, maître. Approchez-vous à la barre, maître. Venez susurrer dans l'oreille du... Comment? Vous m'entendez? Tu m'entends? Alors, moi, je sature. Attends, moi, je vais baisser le mien. Ah, je suis désolé. Alors, j'enlève le mien. Comment ça se fait? Ça marchait bien. Allô? Est-ce que c'est mieux, là? Est-ce que c'est mieux, les amis? Est-ce que c'est mieux? Bonjour. Allô? Dites-moi vite, s'il vous plaît. Oui? Non, ça sature toujours? Qu'est-ce qui sature? Vite, s'il vous plaît, dans la régie. Je sature. Moi, je t'entends bien. Moi, David, je t'entends bien. Voilà. Toi, tu m'entends bien, mais on me dit que ça sature. C'est moins fort, mais toujours saturé. Alors, attends. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Ah, je suis... Alors, l'invité, c'est impeccable. Donc, ça, c'est mieux pour Maître Kempf. Bon, c'est quand même l'essentiel. Je regarde pourquoi mon micro déconne. Attends, une seconde ici. Haut-parleur, c'est pas ça. Restez là, les amis, restez là parce que le bouquin est vraiment super. Je voudrais juste bien régler mon son. Parce que si c'est pour Blast, quand même qu'on leur propose un truc un peu propre. Ça commence à me faire chier les PC, hein. Moi je vous le dis, hein. On m'a dit oui, tu verras, ça va mieux marcher, mon cul, oui. Est-ce que c'est mieux là, les amis, ou pas? Est-ce que c'est mieux, les amis? Volume d'entrée. Je vais baisser, voilà, là ça devrait être mieux. Allô? Est-ce que c'est mieux? S'il vous plaît. C'est pas mal là. Là c'est bien. Là c'est bien, tu dis, toi? Oui, là c'est mieux. Okay. Là c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ah, super. Raphaël, je recommence. Nouvel ouvrage. Violence judiciaire. Voilà. La justice et la répression de l'action politique. Ça sort ces jours-ci à la découverte. C'est en 4 chapitres. Tu t'intéresses uniquement... Alors, on va dire que tu t'intéresses aux opposants politiques, hein. Tu ne t'intéresses pas au droit commun, hein. Donc il s'agit bien de voir comment on ne peut plus défendre des opposants politiques, comment ils sont attaqués par la justice. Alors, il y a un premier chapitre sur les manifestants, il y a un deuxième chapitre sur comment la police, l'antiterrorisme est une justice parfois politique. Il y a la question de est-ce que ce serait pas la justice qui protégerait la police et la police qui protégerait la justice. Et puis il y a un autre point sur la liberté d'expression qui est mise à mal de plus en plus avec des coups de butoir qui sont faits à la fameuse loi de 1881. Mon cher Raphaël, il paraît que mon son sature toujours. Je confirme. On te dit de débrancher et de rebrancher.
Alors moi, je suis nul en informatique, mais Alors déjà, c'est pas de l'informatique, mais c'est ce qui est écrit, c'est sur du le. micro. Ah merde, fais chier. Attendez. Je suis désolé parce qu'en plus Raphaël est très pris par le temps. L'invité, moi je qui ai un l'entends bien problème, dans mes écouteurs, mais il paraît que c'est moi qui déconne. Alors moi je parle pas beaucoup, mais si dans mes relances c'est merdique, c'est chiant. Alors, volume dans là. Excusez-moi, je me dépêche. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, ça, ce Ah bon? problème-là. Ouais. D'habitude, ça fonctionne bien? Bah oui, j'en doute pas. Ah, c'est le volume alors, c'est pas le. D'accord, donc c'était bien le volume. Alors maintenant, je vais mettre du gain. Hop. Est-ce que là c'est mieux, les amis? Est-ce que là c'est mieux? 3, 4. Est-ce que là c'est mieux? Si c'est mieux, là c'est top sabotage. Bon, alors écoute, j'ai horreur de ça, mais je vais le faire, c'est pas grave. Je vais le refaire. Je vais refaire la présentation. Excuse-moi, Raphaël. On fait du live remonté, quoi. c'est en direct. Alors, Maître Badinter, bonjour. Oh, tu le cites souvent. Raphaël Kempf, bonjour. Violence judiciaire, la justice et la répression de l'action politique, livre qui sort à la découverte ces jours-ci, livre extrêmement stimulant pour tous ceux qui se considèrent comme peut-être des opposants politiques et qui pourraient voir à quelle sauce ils sont aujourd'hui mangés. Et c'est une sauce qui est assez dégueulasse. Le livre est en 4 parties. Il y a une partie sur les manifestants, sur laquelle on va évidemment revenir, c'est-à-dire comment la justice déploie aujourd'hui ses actions contre les manifestants. Et on va voir que c'est beaucoup plus grave et pernicieux qu'on ne le croit. Il y a un chapitre, la justice protège la police, et comment la police protège la justice. Et ce qui est pour moi la partie la plus stimulante des 4 parties. Il y a aussi une partie sur la justice antiterroriste, qui est une justice politique pour toi. Et enfin, extrêmement important, comment depuis François Hollande, la liberté d'expression finalement est malmenée en France, et notamment avec les attaques ou les réécritures d'une loi totem, la loi de 1880. Maître Kempf, est-ce que j'ai bien résumé votre ouvrage? Ah oui, super. Bah, moi, j'ai plus rien à dire. Bien sûr que si, tu as à dire. Bien sûr que si. Je voudrais d'abord savoir pourquoi tu t'es lancé dans cet ouvrage alors que tu avais déjà écrit à la Fabrique un ouvrage sur la loi de 1881, sur les lois scélérates de la fin du 19e, sur lesquelles tu reviens un petit peu ici, mais ce livre-là est beaucoup plus contemporain. Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'écriture de celui-ci? Alors, il y a plusieurs raisons. Ce qui m'a motivé au premier titre, c'est quand même mon éditeur, hein, qui m'a mis la pression depuis des années pour faire ce bouquin. Qui est passé par de nombreuses phases. Au début, on avait parlé d'un livre il y a même plusieurs années sur la question de l'état d'urgence. Finalement, ça ne s'était pas fait. Et puis là, on a réfléchi. Et c'est vrai que dans le prolongement de la question des lois scélérates, qui traitaient de façon historique de certaines lois, il apparaissait utile de voir comment ces lois-là pouvaient être mises en œuvre concrètement, au jour le jour, dans les tribunaux, dans les commissariats, dans les prisons. Donc, en gros, l'idée, c'est, si le précédent livre était sur la loi et comment elle est fabriquée, ce livre-là, c'est finalement la suite logique, c'est comment elle est appliquée concrètement. Et on voit que la loi ne fait pas tout. C'est-à-dire que le combat politique porte sur la loi, c'était un peu l'objet du premier ouvrage. Mais le combat politique doit aussi porter sur la justice et sur la manière dont la justice applique ses lois. Donc, à un moment donné, il faut souligner quels sont les problèmes qui sont posés par l'institution judiciaire. Alors, je le disais en introduction, il y a un effet de manche, un effet d'avocat, très bel effet, un effet de plaidoirie, où tu as le retournement de cette phrase que l'on connaît tous devant l'Assemblée nationale, un représentant du syndicat Alliance qui
lance cette phrase qui est restée célèbre, c'était en 2021, le problème de la police, c'est la justice. Et dis-tu, si on retournait cette phrase, si on se demandait si c'était pas l'inverse. Je pense qu'on pourrait commencer par là, et après on ouvrira, et en effet, cet ouvrage, il a quelque chose d'éminemment contemporain, parce qu'en fait, tu donnes énormément d'exemples concrets, soit d'affaires que tu as eu à traiter, soit d'affaires traitées par des confrères ou consoeurs à toi, ce qui fait que c'est pas un livre que de droit. Il y a toute une patte humaine, on comprend énormément de choses à travers des destins qui sont quasi brisés, certains sont brisés, et que tu racontes. Mais d'abord, ce retournement de cette phrase, bon, qui est un petit effet fastoche, mais hyper efficace. D'où ça te vient? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, il y a peut-être deux tentatives de retournement. C'est-à-dire que le titre de ce chapitre s'intitule « Quand la justice protège la police ». Quand la justice protège la police, alors au début, j'avais mis un autre titre à ce chapitre, qui était une référence à la fameuse phrase de Michel Foucault qui dit que la justice est au service de la police. Donc finalement, mon éditeur m'a viré Foucault parce qu'il se disait « Non, mais c'est bon, on connaît ». T'es plus à la fabrique, quoi, arrête. Voilà. C'est ça. Avec cette idée que voilà, moi je voulais prolonger la réflexion de Foucault. Quand il disait que la justice est au service de la police, il voulait dire par là que la justice était dans une logique de validation de ce que faisait la police. Pas seulement sur le plan de la violence, mais sur le plan des agissements, de ce que Foucault appelle les illégalismes, sur le plan de ce que la police fait lorsqu'elle est aux marges de la loi et que finalement la justice va passer l'éponge ou dire OK. Et de ce point de vue-là, la justice devient, comme il le dit, au service de la police. Donc moi, je voulais aller plus loin, ou essayer d'aller plus loin en posant cette problématique-là sur la question des violences policières. Je m'étais dit, mais quel est le problème dans les violences policières? Est-ce que le problème dans les violences policières, ce sont des policiers qui individuellement commettent un crime, commettent un délit en utilisant de façon irrégulière ou illégale leur arme de service ou en donnant des coups alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Est-ce que c'est un problème individuel? Est-ce que c'est un problème, on va dire, de formation des policiers qui ne sont pas assez bien formés à l'usage de l'arme ou à l'usage de la force ou de la violence? Est-ce que c'est un problème de hiérarchie, la hiérarchie policière qui donnerait des ordres ou qui laisserait faire, qui permettrait des violences policières? Est-ce que c'est un problème de technique de maintien de l'ordre ou de techniques d'immobilisation comme la clé d'étranglement, qui sont des techniques enseignées dans les écoles de police et qui doivent être annulées et supprimées? Tout ça, ce sont des problèmes de nature, on va dire, technique. On pourrait même dire, presque logistique, qui ont trait à l'institution policière elle-même. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que le problème, il ne vient pas plutôt de l'institution judiciaire dans son rapport à la police? Et est-ce que ce n'est pas la réaction de la justice aux illégalismes et aux violences de la police qui fait que la police peut continuer à exercer des violences? Donc, je me suis dit, on va réfléchir, on va tirer ce fil pour essayer, parce que tu comprends bien, David, que dans le livre, je cite un certain nombre, comme tu l'as dit, d'exemples concrets tirés de mon expérience personnelle, de l'expérience des collectifs d'avocats et avocates avec qui j'ai pu travailler depuis quelques années. Mais le but de tout ça, c'est pas de faire un catalogue de situations problématiques. Le but de tout ça, c'est de proposer une analyse et de montrer des exemples qui permettent de soutenir, d'étayer cette analyse. Et c'est pour ça, on y reviendra, que l'affaire Cédric Chouviat, que nous connaissons bien, je l'ai traitée de façon peut-être un peu surprenante. Je n'en ai pas parlé dans la partie sur les violences policières, mais j'en ai parlé dans la partie sur la liberté d'expression. Et je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure. Donc, il y a cette manifestation devant l'Assemblée nationale il y a plusieurs mois, au cours de laquelle les syndicalistes policiers disent « Le problème de la police, c'est la justice ». C'est la justice, ce qu'ils voulaient dire à l'époque, c'est la justice ne punit pas assez les auteurs de violences contre les policiers. Donc, la police est victime de violences, d'ensauvagement, de ce que disent habituellement tous ces syndicats qui sont en voie de radicalisation s'ils ne le sont pas déjà.
Donc moi, je me suis dit, on va essayer d'inverser la formule. Et ce n'est pas juste un effet de manche, c'est inverser la formule pour réfléchir à ce qui nous arrive. Donc si on inverse la formule, ça nous donne et si le problème de la justice, c'était la police? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette formule-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette hypothèse-là? Alors, ce qu'on peut en faire, c'est cette idée que finalement, la justice est tellement mal à l'aise vis-à-vis de l'institution judiciaire qu'elle ne sait pas s'en dépêtrer, elle ne sait pas comment faire face à la police. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au quotidien, dans des affaires, on va dire, de droit commun ou des affaires de nature politique, la justice est constamment nourrie par des procédures qui sont réalisées par les policiers. C'est rigolo parce que là, pour l'instant, tu n'as pas employé le mot magique qui court tout le long de ton livre, tout en disant je n'en parlerai pas beaucoup, je ne ferai pas de chapitre, mais c'est le parquet. Hein, donc là, il me semble que, vu ce que tu es en train de dire, que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire c'est les relations entre la police et le parquet, notamment, que tu questionnes à longueur de temps. Et ça, peut-être qu'il faut, pour ceux qui nous écoutent, que tu précises de quoi il s'agit, parce que peu de gens connaissent en fait la nature des rapports entre le parquet et la police. Et est-ce que c'est là le nœud du problème? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ce pays, en France, on a un corps qui s'appelle le corps de la magistrature. Les magistrats sont formés dans la même école qui s'appelle l'École nationale de la magistrature après un concours commun. Et lorsqu'on sort de cette école, on a entre 25 et 30 ans, on peut choisir d'être soit magistrat du siège, soit magistrat du parquet. Le magistrat du siège est celui qui va juger, qui va décider, in fine, par exemple, si une personne est coupable ou innocente et s'il faut l'envoyer en prison ou pas. Je résume à grands traits. Le procureur est celui qui accuse quelqu'un devant un tribunal. C'est quelqu'un sous la supervision duquel sont réalisées les enquêtes de police, dans la majorité des cas. Par exemple, les policiers vont interpeller quelqu'un dans la rue sur un flagrant délit. Ils vont appeler le procureur pour l'informer de l'interpellation et du placement en garde à vue. Ce procureur peut donc contrôler la légalité de cette interpellation et de ce placement en garde à vue. Et c'est d'ailleurs le rôle qui lui est confié à ce stade par la Constitution de la République française. Ce n'est pas rien non plus. C'est-à-dire qu'il est là pour s'assurer que des personnes ne sont pas privées de liberté à tort. Et ensuite, il va coordonner, orienter l'action des services de police qui travaillent sous sa direction. Et une fois que les policiers ont fini leur travail, ou les gendarmes d'ailleurs, les policiers ou les gendarmes vont donner au procureur un dossier qui est composé d'un certain nombre de procès-verbaux qui ont été réalisés par la police sous le contrôle du procureur. Et sur la base de ce dossier, le procureur va, en général, accuser quelqu'un devant un tribunal ou éventuellement, selon une procédure plus longue que je ne détaille pas, devant une cour d'assises, mais ça, c'est autre chose. Et ça va passer par un juge d'instruction. Mais peu importe, dans la majorité des cas, on va passer devant un tribunal correctionnel et donc le procureur est extrêmement dépendant des services de police, avec lesquels parfois il est au téléphone de façon constante. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, moi je l'ai vu quelques fois dans des tribunaux, il faut imaginer de jeunes procureurs qui sortent de l'école, qui sont dans une petite pièce, en général des open space, qui ont sur la tête un casque comme toi, David, avec un petit micro, voilà, devant la bouche. Pour eux. Comment? Un meilleur micro, j'espère pour eux. Et ils sont constamment, ils sont de permanence, ils sont constamment en relation téléphonique avec des services de police qui leur disent on a interpellé un tel, on a interpellé un tel, on a interpellé un tel. Et parfois, quand il y a des manifestations, parce que c'est l'objet du livre aussi, de parler de l'opposition politique, quand il y a des manifestations, on appelle les procureurs, on leur dit ah ben là, on a interpellé 15 personnes dans une NAS, on a interpellé 40 personnes avant les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc en gros, le procureur, il est dépendant de ce que lui apporte la police. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport qui est extrêmement complexe entre la police et le parquet, un rapport de dépendance où le parquet est dans l'attente de ce que va lui fournir la police, et la police est dans l'attente, d'une certaine manière, d'une validation de la légalité de son action. Donc c'est pour ça que lorsqu'on demande au parquet de dire que la police a fauté,
c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a ce rapport de dépendance, qui est un rapport de dépendance quotidien. Donc c'est en ça que, d'une certaine manière, la police devient le problème de la justice et qu'on inverse la formule qui avait été proposée par les syndicats de police, Alliance et compagnie, lors de la manifestation à l'Assemblée nationale. Alors, il y a notamment dans ces relations, que moi je qualifierais d'incestueuses, il y a ce que tu appelles page 180, enfin ce que moi j'appelle la bataille de la qualification, mais que tu résumes à grands traits, page 180, où tu dis toute cette opération conduit le parquet à qualifier au plus bas les violences ou les meurtres commis par les policiers ou les gendarmes et donc à limiter la pression sur l'enquête et les risques encourus par les fonctionnaires. Cela participe, au même titre que l'absence d'enquête effective, voire de poursuite, à assurer leur impunité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce que toi tu veux dire par là, c'est que déjà, en fonction de la qualification pour laquelle tel ou tel est poursuivi, par exemple un manifestant ou un policier qui aurait l'un ou l'autre reçu des violences, déjà les choses se jouent à ce niveau-là. Et ça, c'est la justice qui va décider finalement dans la qualification, par exemple envers les policiers, de tout de suite faire en sorte que les choses iront moins loin quand il s'agit par exemple de savoir ce qui s'est passé de la part d'un ou de plusieurs policiers. Oui, alors la question de la qualification, c'est une question capitale d'un point de vue juridique. C'est quasiment enfin juste, il faut avoir quelques notions quand même, parce que le droit, ça consiste à prendre un fait réel et à lui donner, à coller par-dessus, on va dire, un terme juridique. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le monde social, dans la réalité, dans la société. Il faut pouvoir dire à quel article de loi ça correspond. Et ça, c'est une opération qui arrive tous les jours dans tous les domaines du droit. Hein. Ça peut être en droit public, en droit routier, en droit de la famille, etc. En droit pénal, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette opération de qualification juridique va avoir des conséquences capitales. Et si on prend un dossier, on va dire un dossier normal ou un dossier politique dans lequel des personnes sont accusées d'avoir fait quelque chose de mal. Prenons par exemple l'affaire de la voiture de police brûlée en 2016, quai de Valmy à Paris. Je pense que tu te souviens de cette affaire, dans laquelle notamment Antonin Bernanos avait été défendu par Ariel Halimi, qu'on connaît bien ici, avait été mis en cause. Et donc, un certain nombre de personnes avaient été mises en cause dans cette affaire. J'en défendais certains. Et lorsque les personnes sont interpellées juste après les faits, qui font la une des médias où on voit une voiture de police qui est brûlée, le parquet va immédiatement dire que ces faits sont qualifiables de tentative d'homicide volontaire. Les mots sont absolument capitaux. C'est-à-dire que là, on va dire, le procureur de Paris va dire, les jeunes qui se sont attaqués à cette voiture de police avaient l'intention de tuer les policiers. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est même extrêmement grave. C'est-à-dire que ça a des effets, on va dire, symboliques, parce que dans l'espace public, ce qu'entendent les... Attends, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a du monde qui arrive. Vas-y, ferme la porte, parce que si jamais il y a des innocents que tu dois défendre, il faut pas qu'on sache qui. Non, mais mes collègues me connaissent, mais bon, ils ont peut-être besoin de travailler ou ils en ont peut-être marre de m'entendre aussi. Donc, le fait de qualifier ces faits de tentative de meurtre a des conséquences très graves, mais aussi juridiquement. Parce que juridiquement, ça veut dire qu'on part sur ce qu'on appelle une qualification criminelle. Un crime, c'est ce qui est jugé devant la cour d'assises, et c'est quand la peine encourue est supérieure à 10 années d'emprisonnement. Donc c'est très grave. Et aussi, quand on est dans une logique criminelle, on peut garder en prison, en détention provisoire les gens pendant plus longtemps. Donc on voit que qualifier les faits de façon criminelle, ça a des conséquences symboliques et juridiques qui sont capitales. Et là, dans le dossier du quai de Valmy, à la fin de l'enquête, la juge d'instruction a dit non, mais bon, franchement, moi j'ai vu le dossier, il n'y avait rien qui me permettait de penser qu'ils avaient envie de tuer les policiers.
Donc elle a dit, bah non, on repart sur un dossier normal, quoi, de violence. Donc ils n'ont pas été jugés en cour d'assises. Mais si j'ai bien compris ton ouvrage, bon, Kate Valmy, c'est un exemple particulièrement fort, mais en fait, ce que j'ai compris en te lisant, c'est que cette bataille sur la qualification des faits, en réalité, elle est quasi quotidienne, y compris dans des petites choses, parce que le Kate Valmy, c'est un événement quand même. On peut pas dire que se soit rien passé, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était un prétexte à surdramatiser, je veux dire. Voilà, il y a tout un tas d'affaires où il n'y a pas ce prétexte-là, et pourtant la même logique se met en place. Bien sûr, c'est-à-dire que quasiment dans n'importe quelle affaire, que ce soit une affaire politique ou de droit commun, le premier réflexe du procureur, ça va être de qualifier les faits au plus haut, généralement pour avoir ce qu'on appelle une qualification criminelle, parce que ça veut dire qu'on peut garder les gens en prison pendant 1 an, puis renouvelable, sans de façon beaucoup plus simple. Donc en fait, quand c'est qualifié plus haut, ça donne plus de pouvoir pour gérer le dossier, pour gérer à la justice, pour gérer le dossier, pour maintenir les gens en prison. Donc dans n'importe quel dossier, on va toujours qualifier au plus haut en retenant par exemple la bande organisée, en retenant la tentative l'intention homicide, ce genre de choses. Ça, c'est classique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en matière de violence de la police, commise par la police, à l'inverse, le parquet va toujours qualifier au plus bas. Et ça, c'est un choix, on va dire, peut-être inconscient de la part des procureurs qui montrent leur lien de dépendance, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, à l'égard de la police. Mais c'est en tout cas révélateur d'un choix qui, pour moi, est un choix politique. C'est-à-dire que le parquet va toujours qualifier, par exemple, prenons les situations dont on parle beaucoup de refus d'obtempérer, avec des policiers qui tirent, ou des gendarmes qui tirent sur des voitures pensant qu'elles sont en fuite, et que les personnes ou une personne dans ces voitures peuvent mourir ou peuvent être, même sans mourir, être visées par des tirs de police. Donc, en gros, il y a plusieurs solutions. Une personne est morte dans une voiture, comme par exemple en juin dernier, vers Barbès à Paris, dans le 18e arrondissement, où des policiers à vélo ont interpellé une voiture qui apparemment a fui et dont la passagère avant a été tuée par un tir de police. Comment peut-on qualifier juridiquement la mort de cette personne? Il y a plusieurs solutions. Soit on dit c'est un meurtre, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de tuer, une intention d'homicide. Soit ce sont ce qu'on appelle en droit des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tous les mots sont absolument importants. Pourquoi? Parce que violence volontaire, c'est-à-dire le fait d'exercer volontairement des violences. Ayant entraîné la mort, bon, la personne est morte, mais sans intention de la donner. On voit bien que dans les deux cas, dans un cas, c'est un meurtre, ou homicide volontaire, c'est la même chose. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Donc ça, c'est quand même une différence qui est capitale sur le plan de la peine encourue à la fin, mais aussi sur le plan symbolique. C'est-à-dire qu'après les médias, si les médias disent le policier a commis un meurtre ou est mis en examen pour meurtre, où le policier est mis en examen pour violence volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner, on voit bien que l'effet symbolique et politique est extrêmement différent. Et moi, ce pourquoi je plaide dans ce dossier, dans ce livre, j'allais dire ce dossier. Bien. Non, il faut dire, non, mais ça se lit comme une plaidoirie. Je veux dire, c'est vraiment super, quoi. Donc, je peux comprendre que tu puisses confondre tes dossiers avec ton livre. Voilà. Voilà, d'autant plus que j'ai certains dossiers qui impliquent cette réflexion-là, cette problématique-là. Lorsqu'un policier tire sur quelqu'un et qu'il le tue, et qu'il utilise son arme de service, je considère que ce policier a, d'un point de vue juridique, l'intention de tuer la personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la jurisprudence. Alors la jurisprudence, c'est ce que décide, on va dire, décide la justice dans l'interprétation de la loi, et notamment la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France. La Cour de cassation, elle s'est posé la question depuis très longtemps en se demandant, dans les dossiers où il y a quelqu'un qui est mort, comment on sait si la personne qui l'a tué avait ou pas l'intention de la tuer? Donc elle se pose cette question-là.
Ouais. Pour répondre à cette question, elle dit, ben, on peut dire que quelqu'un a l'intention de tuer quelqu'un lorsqu'il utilise une arme létale, c'est-à-dire qu'il peut tuer, en direction d'une zone vitale du corps humain. Et généralement, la Cour de cassation dit que lorsqu'on tire avec quelqu'un avec une arme à feu pouvant tuer, celui qui tire sait qu'il peut tuer. Donc celui qui tire avec une arme à feu en direction du corps d'un individu a l'intention de le tuer. Et par exemple, si je prends des situations, on va dire, d'émeutes urbaines, là on retombe sur le politique. Par exemple, j'ai défendu il y a un an un homme qui était accusé d'avoir participé aux émeutes qui ont eu lieu juste après la mort d'Adama Traoré. On sait qu'en 2016… Tu en parles dans le livre. Voilà, j'en parle un peu dans le livre, etc. Juste après la mort d'Adama, dans le quartier, c'est normal, ses copains, sa famille, ses proches, ils étaient tellement choqués par la mort d'Adama que, en gros, il y a eu des manifestations et puis, on va le dire franchement, des émeutes. Et dans ces émeutes, il y a un type qui est mon client, qui est un ami d'Adama et qui a utilisé un fusil de chasse qui tire de la grenaille de plomb et il a tiré sur la police qui était là pour maintenir l'ordre à 80 mètres avec sa grenaille de plomb. Et donc les policiers dans ce dossier, ils ont dit nous on a cru qu'on avait reçu du sable. C'est pour te dire le niveau d'intensité de violence. Je dis pas qu'il faut que c'est justifié. Je dis juste comment qualifier juridiquement ces faits-là. Et donc, moi, on m'a dit, c'est ce qu'a dit la cour d'assises, présidée par Marc Trévidic, un juge un peu star et tout. On m'a répondu… qui était l'ancien patron des juges antiterroristes. Voilà, c'est ça. Et qui est devenu président de cour d'assises. Et donc, qui a géré le dossier des émeutes post-Adama Traoré. Et donc, il a dit que mon client, il avait l'intention de tuer les policiers. Alors moi, je suis évidemment pas d'accord avec ça, parce que la grenaille de plomb, etc. Je vais pas refaire tout le dossier. Il a été condamné, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est la justice me dit, il tire avec un fusil de chasse à 80 mètres sur des policiers, donc il veut les tuer. Et moi, lorsque je vois un policier qui tire à 5 mètres, parfois moins, avec son arme de service, donc là, c'est pas de la grenaille de plomb, c'est un projectile unique, solide, qui est perforant et qui est létal. Je veux dire, il n'y a aucun débat sur ce point-là. Qui est létal et pas seulement à 2 mètres. C'est létal à plusieurs dizaines de mètres, ce genre d'arme. Donc, lorsqu'un policier tire sur quelqu'un avec son arme létale, moi, je considère, d'après les critères de la Cour de cassation, qu'il a l'intention de tuer cette personne. Et donc, je pense qu'il faudrait que dans ces dossiers-là, le parquet ouvre les dossiers sous la qualification d'homicide volontaire. Ou alors, lorsque la personne n'est pas morte, mais qu'on lui a tiré dessus, de tentative d'homicide volontaire. Or, la police ne fait jamais cela. Le parquet, pardon, tu vois, encore un lapsus. Ah oui, entre moi qui sature et toi qui lapsus, quelle émission. Il y a une question de Jérôme dans le chat qui te demande comment… attends, juste une petite seconde, je vais reprendre. Quelle serait la solution pour éviter les qualifications non appropriées ? Et il te demande par exemple, est-ce que la caméra sur les policiers permettrait de mieux enclencher les poursuites judiciaires ? Alors, c'est très intéressant. Il y a deux questions différentes. Il y en a une qui est plus de nature politique et une qui est plus de nature, on va dire, technique. Alors, la première question qui est… Je te rappelle qu'on n'est pas chez les cons ici. La première question qui porte comment influer sur la qualification. Alors, il y a en l'état de la société telle qu'elle est faite et du droit et de la justice telle qu'ils existent, l'une des manières d'influer sur cette qualification, c'est… on va dire, une mobilisation politique. Ça peut être la famille des victimes qui se mobilisent pour dire non, ça c'est un homicide volontaire, avec leurs avocats et avocates qui font un relais en déposant des plaintes pour meurtre et qui le font savoir à travers une mobilisation politique, médiatique, etc., pour mettre une pression sur le parquet parce qu'il n'y est pas insensible. Et c'est normal, parce qu'on est aussi dans une matière qui est une matière fondamentalement politique, démocratique, humaine, qui touche à la société. Donc, c'est normal de se mobiliser, y compris collectivement, sur ces questions-là. Donc, ça, c'est en l'état, comment faire
pour influer sur la qualification juridique. Voilà, un travail de dossier, à travers une plainte, à travers les avocats, et un travail de mobilisation. Mais ça, c'est la réponse en l'état du droit et de la justice. Sinon, il y a une autre réponse qui consisterait à dire qu'est-ce que dit cette difficulté de qualification? Ce que dit cette difficulté de qualification, c'est la problématique du statut du parquet, du procureur. Et on voit, ça renvoie donc au fait que le procureur est dépendant du gouvernement. Ça, on y viendra un peu plus tard si tu veux bien. Restons simplement sur la qualification, parce que là aussi tu as un deuxième effet de manche sur les procureurs qui est très intéressant, qui est très subtil, mais très intéressant. Mais restons simplement sur la qualification. Est-ce qu'il y aurait un moyen, te demande Jérôme, de s'assurer que les choses soient plus équitables? Parce qu'au fond, ce dont tu nous parles sur 200 pages, c'est qu'il y a quelque chose de déloyal qui est en train de se passer autour de l'action politique qui est poursuivie en justice, à la fois par des policiers et un arsenal juridique qui est de plus en plus contraignant pour les militants, on va dire. Oui, alors peut-être que là, ça renvoie à la deuxième partie de la question de Jérôme sur la question des caméras piétons, si je comprends, parce que la première partie sur la qualification, voilà, avec la réponse qu'on peut y apporter. La deuxième sur, je crois que c'est ça qui avait été posé comme question, sur est-ce que l'utilisation des caméras piétons pourrait changer les choses? C'est bien ça, David, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait une piste, par exemple? Voilà, alors, je pense que tes auditeurs, ils ont rencontré Paul Rocher la semaine dernière. Absolument. Dans son livre, voilà, il me l'a très gentiment envoyé, je le remercie. Et donc, il y a toute une partie sur les caméras piétons qui... il t'en veut pas d'avoir quitté la fabrique, alors. Quoi? Il t'en veut pas d'avoir quitté la fabrique. Puisque Paul Rocher... Alors, il faut que je règle un truc. Je n'ai pas quitté la fabrique. C'est la fabrique qui t'a quitté? Non. Non, parce que le livre avec la découverte était prévu depuis bien avant le livre avec la fabrique. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, mais c'est important, parce qu'après, on va me reprocher et tout. Non, j'ai toujours une grande affection, amitié et admiration pour la fabrique. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais sur la question des caméras piétons, moi, je pense que ça ne change pas fondamentalement les choses, mais vraiment pas, parce que la caméra montre essentiellement ce que voit le policier, mais ne montre pas le policier en action. Elle est déclenchée par le policier, donc il peut décider de la déclencher à un moment et on ne voit pas ce qu'il se passe auparavant. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui montrent qu'en fait, la caméra piéton aura plus d'utilité pour permettre à la police de constituer des dossiers contre les personnes à qui elle a affaire. Enfin, c'est plus comme ça que je l'interprète. Voilà, donc moi, je ne pense pas que ce soit ça qui change. C'est-à-dire que ce que je veux dire, et c'est un peu tout l'objet du livre, et ça, c'est intéressant d'ailleurs qu'on pose la question sur les caméras piétons, c'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, de façon générale, c'est que le problème n'est pas un problème, on va dire, technique. Ce n'est pas un problème de logistique, ce n'est pas un problème, on va dire, aussi de moyens. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup qu'il y a un manque de moyens dans la justice, comme on le dit pour la police, et ça, c'est magistralement exposé par Paul Rocher. Donc, le problème n'est pas un problème de moyens, un problème technique, un problème de formation. Pour moi, c'est un problème politique. Et c'est un problème politique qui a trait à la manière dont l'autorité judiciaire, et spécifiquement le parquet, aborde ces questions-là et font le choix de qualifier les faits reprochés aux policiers au plus bas. Je ne sais pas si tu vois le... Si, bien sûr. Pas, je vais te donner les questions. En fait, j'étais en train de chercher, je viens de le trouver, c'est la page 184, où tu parles aussi de la formation des policiers, où tu dis que la formation ou l'éthique individuelle sont des pis-aller juridiques qui détournent le regard des questions fondamentales. C'est-à-dire que là, tu expliques à l'instant que c'est pas un problème de moyens, etc. Mais même sur la question, tu dis en gros, réfléchir à la question de la formation, là-dessus tu rejoins un peu ce que disait Paul Rocher la semaine dernière. Ça te semble pas être finalement extrêmement intéressant pour essayer de comprendre pourquoi ça foire avec la police? Que c'est pas vraiment un problème de formation. Je vais te donner un exemple de... Tu sais ce qu'on leur enseigne aux policiers dans les écoles, c'est-à-dire que même quand ils ont une bonne formation,
on leur enseigne la technique de la saturation. C'est quand on utilise le tonfa. Tu vois le tonfa, un des fameux bâtons de police avec lesquels les policiers, notamment dans les manifestations, Ouais, tu racontes ça dans le bouquin. Hein. taper sur. Voilà, donc je vais raconter l'histoire comme ça sera plus simple. C'était en 2016, dans une manifestation loi travail, hein, parce que ce qu'on oublie aussi, moi je veux quand même le souligner, c'est que tout ce dont je parle dans le livre, les manifestants, les opposants politiques, etc., ce sont à un moment donné des gens qui décident de se battre contre, en général, des projets du gouvernement qui sont des projets de régression sociale, des projets en général néolibéraux, des projets qui renforcent les inégalités, qui vont renforcer la précarité, et on peut parler ou réduire les droits des travailleurs. Donc, je pense à un moment donné qu'il faut aussi rappeler que si des gens manifestent, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une raison, en raison de la violence actuelle de la société, de la violence du néolibéralisme. Et donc, si il y a importance à les défendre et à dénoncer la répression dont ils font l'objet, c'est aussi parce que les combats que mènent les manifestants et manifestantes sont importants. Donc 2016, manifestation contre la loi travail qui a drastiquement réduit les droits des travailleurs et travailleuses dans ce pays. Et une personne dans cette manifestation, à un moment donné, fait face à un policier parce qu'il y avait une charge, etc. Puis il arrive dans un policier. Ce policier frappe cette personne à plusieurs reprises et va la faire tomber. Cette personne va tomber au sol et lorsqu'elle sera au sol, le policier, toujours debout, va le frapper avec son bâton, son tonfa, et va même lui donner un coup de pied. La vidéo, d'ailleurs, est toujours en ligne sur Internet, et je peux peut-être te filer le lien si ça t'intéresse. Hein. Comme ça, tu peux le diffuser en même temps. Comme ça, on parle sur piège. Je ne sais pas si ça se fait dans cette Bien émission. sûr que ça se fait, maître. Vous savez, ici, il n'y a pas d'incident d'audience. Hein. Vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. De diffuser des vidéos. Mais attendez, mais la pièce n'a pas été communiquée avant l'émission, mais c'était pas possible. Mais voyons, ce sont pas des. Si, voilà, dans le chat, si tu as accès au chat directement, tu peux le mettre dans le chat normalement. Est-ce que je peux t'envoyer le lien par message ou pas? Au point où on en est, le mieux ce serait par Twitter, si ça t'embête pas, par DM Twitter. Par DM Ça, Twitter? Ouais. Bah oui, tout de suite. C'est le plus simple. Comme ça, j'aurai le lien directement. Voilà. Là, je viens de te l'envoyer. Ok, je vais aller regarder ça. Si on peut diffuser je vais le diffuser et le découvrir en même temps qu'on se parle. Je te fais entièrement confiance, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, vas-y, le temps que j'aille chercher ton message. Le policier décide de frapper au sol cet individu. Donc, alors que lorsque la personne est au sol, évidemment, cette personne ne représente plus aucun danger parce qu'elle est au sol. Et donc, il y a une procédure, notamment devant le défenseur des droits, puis devant le procureur de la République et l'IGPN. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit le policier qui frappe, comme tu le vois, le manifestant qui est au sol, et va même lui donner un coup de pied, tu vois, alors qu'il est au sol. Donc là, les coups de matraque, tu vois, interviennent alors qu'il est… voilà. Là, je pense que c'est incontestable de dire que le manifestant ne présentait aucun danger. S'il n'y avait pas la vidéo, on n'aurait jamais rien, on n'aurait pas cette procédure. Donc, tu vois, ça, c'est 2016. Et le policier en question n'a fait l'objet d'aucune sanction et d'aucune poursuite pénale. D'aucune sanction, alors même que le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a fait sur ce dossier un travail considérable, a dit qu'il y avait un usage disproportionné et non nécessaire de la force contre ce manifestant, et avait demandé des sanctions disciplinaires contre ce policier. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, je crois que c'était Castaner, a refusé Non, 2016, c'est pas Castaner. Quoi ? 2016, c'est pas Castaner. Non, parce que le temps que… Ok, excuse-moi. Bien sûr. Alors à ce moment-là, oui, ça collerait, ouais. Il demande au ministre de l'Intérieur, c'est pour ça. Ça met du temps. Hein. C'est-à-dire, les manifestants en comparution immédiate, ça met 2 jours. Les policiers, tu vois, 6 ans après, on y est toujours.
Et alors, sur la procédure pénale, l'IGPN a eu la bonne idée d'auditionner comme témoin le formateur national des policiers au bâton de police, au fameux TONFA. Donc, on auditionne ce type, et j'en parle parce que c'est toi qui me poses la question de la formation des policiers. Donc, on se pose, est-ce que si les policiers étaient mieux formés, etc. Et donc, ce type dit, ah, mais il regarde la vidéo qu'on vient tous de voir, et il dit, ah, mais pour moi, il n'y a aucun problème, parce que le policier utilise la technique de la saturation. Donc, apparemment, on enseigne dans les écoles de police aux policiers, notamment aux policiers de maintien de l'ordre, à saturer les manifestants ou les individus de coups de tonfa, c'est-à-dire à leur en donner plusieurs très forts. Hein. Saturation, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour créer une... alors, le terme exact, j'ai oublié, mais pour les empêcher de bouger, quoi, tout simplement. Oui, c'est pour avoir l'ascendant tout de suite, quoi. En fait. Voilà, c'est ça. Et même après. Et donc, le formateur en question a donné à l'IGPN, qui a donné au procureur de la République, qui m'a donné à moi, un document de 100 pages sur comment utiliser les... Tu le veux? Ah bah oui, moi je prends tout. On verra. Un document de 100 pages sur comment utiliser le bâton de police, tu vois. Donc, tu vois que même quand on forme les policiers, on les forme à saturer leurs victimes de coups de tonfa. Donc, tu vois bien que moi je veux bien qu'on les forme 6 mois au lieu de 3 ou 12 mois au lieu de 8. Enfin, je pense que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le rapport de la justice à la police. Parce que ce que pourrait faire la justice, c'est-à-dire que là, face à ça, il y a 2 solutions. Soit la justice, elle dit « Ah ben, on enseigne ça aux policiers, donc comme on leur apprend dans une école de police, bon ben c'est comme ça et c'est normal. » Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de dire « Écoutez, c'est pas parce que vous apprenez ça dans les écoles de police que c'est légal. C'est pas parce que vous apprenez une technique illégale qu'on va valider ça. » Et la justice pourra intervenir et dire non, la saturation de coups de tonfa, ça va pas. Il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir dire que c'est illégal. Donc, tu vois bien que le problème, c'est un problème politique, c'est un problème de formation. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on mène un combat pour dire qu'il ne faut pas enseigner la technique de la saturation, etc. Mais je veux surtout qu'on mène un combat pour que le parquet qualifie correctement les faits et poursuive correctement les gens et ne se laisse pas, avoir par les techniques et les formations qui sont données dans les écoles de police. Hein. Alors, mon cher Raphaël, il nous reste 10 minutes par rapport à mon engagement. Est-ce que tu as plus que 10 minutes ou pas? Tu me dis la vérité. Non, franchement, j'ai pas beaucoup plus. Je suis vraiment désolé parce qu'après, je crois que j'ai un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui va arriver là à 10h en fait. Donc peut-être que je vais un peu patienter, mais... Non, j'y vais à grands traits. J'y vais à grands traits. Il y a le premier chapitre qui ouvre ton livre, parce qu'en fait, figure-toi que nous avons lu ton livre à voix haute au poste. Ah bon? Ouais. Les gens ont adoré. J'ai pas tout lu évidemment pour en laisser un peu de surprise, donc je vais aller très vite parce que le premier chapitre qui est très riche, qui est très dense, c'est sur les manifestants dont on parle souvent ici. Tu as d'abord un rappel historique et tu expliques comment la justice empêche de manifester de plus en plus, c'est-à-dire en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire quel est selon toi par rapport à ce qui se passe depuis une dizaine d'années le fait majeur, c'est en fait ces arrestations préventives, si j'ai bien compris, ou ces détournement de gens des cortèges pendant le temps d'être identifiés, contrôlés pendant 4 heures. Grosso modo, c'est ça la clé de voûte de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est-à-dire que alors c'est une vieille technique policière à la base qui remonte aux années 70. Et on pourrait même tracer, même avant, hein, je veux dire, le 17 octobre 61, ce sont aussi des interpellations collectives d'Algériens avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Mais dans les années 70, il y avait énormément de manifestations, notamment de l'extrême gauche, après 68, etc., d'étudiants, tout le temps. Et donc, la technique employée par la police, c'était de faire des interpellations préventives de tout ce qui ressemblait à des étudiants ou à des gauchistes, parce qu'ils avaient les cheveux trop longs, ou en gros, c'était ça les critères, ou parce qu'ils étaient habillés. Et donc, on les envoyait à Beaujon, à Paris, au centre Beaujon,
Et donc, quand on parle avec des vieux gauchistes, ils en parlent encore avec la larme à l'œil et ils s'en souviennent, etc. Parce qu'ils y ont tous passé quelques heures ou quelques nuits pendant les manifs. Beaujevon, à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Mais toi, David, t'es trop jeune pour avoir connu ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, donc, en gros, et donc ça, c'était une technique qui était vachement utilisée à l'époque. Et ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que cette technique est remise au goût du jour, mais avec un raffinement juridique un peu plus prononcé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le préfet de police, il embarquait, puis il ne se prenait pas la tête, on va dire, hein, pour le dire grossièrement, pour savoir si c'était bien tout à fait légal et dans les clous, etc. Aujourd'hui, on fait tout ça, mais on veut respecter le droit. Donc, on utilise une loi antiterroriste de 2001 qui permet aux procureurs d'autoriser les policiers de contrôler des personnes dans un temps et un lieu donné. Et donc, cette loi-là, elle est utilisée par les procureurs à la demande du ministre de la Justice. Donc, on voit bien la dimension politique des choses. En général, pendant les manifestations ou les veilles de manifestations, ce qui permet aux policiers d'interpeller des gens qui vont à la manifestation sans même avoir à en justifier et à dire pourquoi. Donc, ils fouillent les sacs des personnes, ils fouillent les voitures des personnes, et s'ils voient qu'ils ont des lunettes de piscine ou des choses comme ça, bam, au poste. T'as vu? Je fais du placement. Bien joué. Non, bien joué. Merci. Je te remercie de le remarquer quand même. Non, mais je te connais, tu fais ça pour voir si je suis. Exactement. Donc, bam, en garde à vue. Et ensuite, il reste en garde à vue. Et donc là, nos fins juristes nous disent, mais vous voyez que ces privations de liberté sont justifiées parce qu'on a la loi antiterroriste, puis ensuite on a la loi sur la garde à vue, puis ensuite on les garde en garde à vue 24 ou 48 heures, etc. Et donc, sur tout ça, pendant les Gilets jaunes, Rémi Heitz, ancien procureur de la République de Paris, avait donné une note, avait fait un email qui a fuité dans la presse, comme quoi c'est important, la presse, dans un pays libre et démocratique, sinon on n'en aurait jamais eu connaissance. Et donc, ça a été révélé par le Canard enchaîné et France Info. Rendons à César ce qui est à César. Hein. Donc, ces deux médias ont révélé cette note qui disait, donc c'est le chef des procureurs qui demande à ses subordonnés, il leur dit, gardez-les-moi en garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche, même s'ils n'ont rien fait, pour qu'ils n'aillent pas grossir les rangs des manifestants. Donc là, on est précisément dans un empêchement de manifester. C'est ça. Et c'est décidé, c'est ordonné, on va dire, d'un point de vue politique, tu vois, très concret. Donc, cette note avait fait grand bruit à l'époque. Pour moi, elle est extrêmement révélatrice d'une politique qui, même s'il n'y avait pas eu la note, c'était la politique. Parce que, je le constate depuis plusieurs années, moi, dans le livre, je remonte à novembre 2015, aux manifestations de novembre 2015, contre le réchauffement climatique, sur la COP21 à l'époque, avec des manifestations interdites au nom de la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats du 13 novembre. Je remonte à ce moment-là et j'ai constaté, et nous avons constaté avec le collectif d'avocats et avocates, que très souvent, chaque week-end, comme ce dernier week-end, samedi dernier, des dizaines de manifestants, parfois plus, sont interpellés, sont placés en garde à vue et la plupart d'entre eux sont relâchés sans aucune suite. C'est-à-dire qu'on n'a rien à leur reprocher. Donc en fait, ces personnes-là sont privées de liberté sans raison, sont privées de leur liberté de manifester et finalement ne sont pas poursuivis dans un tribunal. Et pourtant, on va les garder dans les fichiers de police, on va garder leur ADN, on va garder leurs empreintes digitales et on ne va jamais s'excuser du fait qu'ils ont été privés de liberté sans raison. Et moi, je pense que ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que les procureurs, même les avocats, les policiers, on se dit « Ah non, mais c'est une petite garde à vue, c'est 24 heures, c'est 48 heures, t'es sorti, t'as rien eu à la fin. » On peut se dire « Ah non, mais tout va bien, de quoi tu te plains, t'aurais pu passer devant le tribunal et aller en prison. » Et on est tellement habitué parce qu'il y a eu une augmentation considérable des nombres de gardes à vue que
que... Tu veux dire qu'on a banalisé quelque chose qui était impensable il y a une vingtaine d'années, que c'est non pas devenu la norme, il ne faudrait pas exagérer, mais enfin, une pratique courante, qu'on l'a banalisé. Tu expliques d'ailleurs dans ton livre un point juridique que je trouve absolument passionnant, que j'avais jamais pensé. C'est pourquoi, pour le parquet, c'est tellement difficile de classer sans suite et qu'il préfère le rappel à la loi. Peut-être ça, tu pourrais le dire aussi, parce que ça fait partie de cette violence judiciaire qui est pas palpable, qui est pas visible. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de signalement. Et ça, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant. Si tu peux nous le dire en quelques secondes, maître, hein, parce que l'audience va bientôt se terminer. Alors, tu as qualifié ça de point juridique. Excuse-moi d'être tatillon, mais ce point-là, je dirais que c'est plus une question, on va dire, de management. Une question politique, mais une question de néolibéralisation des services de l'État. Tu vois, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, depuis quelques décennies, on voit que dans un grand nombre de services de l'État, il y a une obsession quantitative. C'est-à-dire qu'il y a la course à la performance, les objectifs chiffrés, on le voit dans la police, mais je pense qu'on peut le voir dans l'éducation nationale, on peut le voir un peu partout. Et donc, des chercheurs ont mis au jour dans la justice ce qu'ils appellent une obsession quantitative qui, pour les parquets, consiste à avoir le taux de réponse pénale le plus élevé. Le taux de réponse pénale, c'est un pourcentage, c'est un chiffre, qui, à l'heure actuelle, est autour de 90-95%. Le taux de réponse pénale, ça consiste à prendre tous les dossiers, toutes les affaires qui sont données au parquet, dans lesquelles une personne est identifiée. Je crois que c'est la première note du livre, au tout début. C'est la deuxième note du livre. Non, c'est la toute première note du livre. Voilà, on passe 7. Voilà. Donc les chercheurs, là, Virginie Gautron, qui fait un travail remarquable, etc. Aide-moi pas le poisson, il nous reste 2 minutes. Tu as raison, désolé. Donc, le taux de réponse pénale, c'est tu prends toutes les affaires. Tu prends toutes les affaires qui sont envoyées au parquet dans lesquelles on a une personne identifiée comme étant potentiellement auteur d'une infraction pénale. Et donc, si tu classes sans suite le dossier, tu dis, bon, bah, cette personne, soit elle n'a pas commis l'infraction et donc il faut classer le dossier sans suite, soit on pense qu'il ne faut pas le classer sans suite. Dans ce cas-là, tu vas avoir un classement sans suite, donc ça va tomber dans les 5 à 10%. Tu vois ? Et toutes les autres, les 90 à 95% du taux de réponse pénale, c'est lorsque soit la personne va être poursuivie devant le tribunal, soit elle va avoir une alternative aux poursuites. Par exemple, vous reconnaissez les faits et vous indemnisez la victime. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de condamnation. Soit le parquet lui met un rappel à la loi. Donc, le rappel à la loi, c'est très pratique parce que ça permet de faire en sorte qu'on reste avec un taux de réponse pénale élevé. Et les procureurs veulent avoir un taux de réponse pénale élevé parce qu'ils pensent que ça montre la qualité de leur travail. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que comme si c'était le chiffre qui montrait qu'ils avaient bien travaillé. Ça pose un problème. Et après, c'est une question d'affichage politique. C'est-à-dire que si, par exemple, tous les manifestants que tu as, parce qu'il y en a tellement qui ont été interpellés, qui l'ont été à tort, si tous les manifestants, tu leur collais un vrai classement sans suite, c'est-à-dire qu'un véritable classement sans suite, parce qu'ils n'ont rien fait, ou la plupart d'entre eux n'ont rien fait, ça veut dire que ton taux de réponse pénale, il va diminuer. Il va passer de 90% à 87% ou à 85%. Puis on va dire, ah oui, non, mais monsieur le procureur, qu'est-ce qui se passe cette année pourquoi est-ce que vous avez un taux de réponse pénale qui est plus bas ? Et donc là, tu vois, ils vont se faire taper sur les doigts, etc. Ils ne vont pas répondre aux objectifs quantitatifs et chiffrés qui sont les leurs. Et surtout, en plus de ça, s'ils classent sans suite, ils vont garder les personnes dans les fichiers de police. Tu sais, l'ADN, les empreintes digitales, etc. C'est-à-dire que si tu classes sans suite, il faut supprimer les données. Et la protection des données personnelles, c'est aussi un droit fondamental. Et donc, le mot magique pour ça, c'est le rappel à la loi. Alors, il n'existe plus depuis la loi Éric Dupond-Moretti. Il a été remplacé qui va changer début 2023, c'est ça, hein ? Voilà. Alors, la loi a changé, ça va s'appeler l'avertissement pénal probatoire. Mais le rappel à la loi et l'avertissement pénal probatoire,
c'est très, 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 très pratique. Parce qu'en fait, ça permet au procureur de dire à quelqu'un qu'il a commis un délit, une infraction, sans avoir besoin de le prouver. Et alors même que la personne n'est pas d'accord. C'est-à-dire que si moi je vais en manif et je fais une garde à vue et on me dit « Ah monsieur, vous avez été violent avec les policiers ». Moi je dis « Non, non, c'est pas vrai ». Et le lendemain, je passe devant le procureur et le procureur me dit « Ah, rappel à la loi, vous avez été violent avec le policier ». Moi je dis « Non, c'est pas vrai, j'ai pas été violent avec le policier ». Je dis « Non, non ». Et il dit « Je m'en fiche, je vous le colle quand même, le rappel à la loi ». Donc moi je vais sortir du tribunal, je serai tranquille, je suis pas condamné, je vais pas en prison, donc je suis content. Néanmoins, il y a un procureur qui me dit que j'ai commis une infraction pénale, je reste dans les fichiers de police, et ce procureur, il peut même m'interdire de manifester pendant 6 mois. C'est ça. Et moi, je dis, mais moi, j'ai rien fait, en fait. Il me dit, c'est pas grave. Et le problème, c'est que à aucun moment, on passe devant un tiers, un juge indépendant, un juge du siège, tu sais, ceux dont je parlais au départ, hein, qui ne sont pas comme les procureurs, ceux que je préfère. On a compris. Voilà. Maître, je sens que ton rendez-vous va Non, arriver. non, mais j'ai 10 minutes. Ah, t'as 10 T'inquiète minutes pas. parce qu'il y a le chat Ouais. qui se bat. Non, Il y a mais le je vais- chat. je Il y a vais des gens qui disent qu'il faut prolonger ta garde à vue, d'autres qui disent non, mais il a un bon avocat, vous inquiétez pas. D'autres qui disent il est innocent, libérez Kempf, libérez notre camarade, Oh. etc. Oh. Même 10 minutes pour Non, donner t'inquiète envie. pas, t'inquiète pas. Si pour tu veux, donner- j'ai 10 minutes. Bon, pour donner envie aux gens quand même qui nous écoutent, Voilà. si tu veux bien, j'aimerais bien aborder 2 points encore qui me semblent importants, qui sont presque des points philosophiques. Un premier point, et je trouve que c'est une très belle découverte, si on comprend bien ton livre, ce que tu veux dire, c'est que la valeur, les valeurs républicaines, c'était pendant très longtemps justement de protéger les opposants politiques. Si j'ai bien compris ton livre, au 19e siècle, au début du 20e siècle, les lois renforcent l'opposition politique à travers notamment la loi sur la presse, etc. Et ce à quoi on insiste depuis 10, 15, 20 ans, c'est l'inverse. Est-ce que j'ai bien lu le bouquin ou pas? Alors, oui, je suis un peu tatillon, je suis maître Kempf tout de même, mais vas-y, on t'écoute. Merci, Et David. après le deuxième. Vas-y. Alors, j'aime bien jouer avec ce jeu des valeurs républicaines. Puis après, je donnerai 2 exemples. Parce que, comme tu le vois de nos jours, c'est un mot que les gouvernants ont sans cesse à la bouche. Ils disent tout le temps les valeurs républicaines, on fait une loi pour protéger les valeurs de la République, etc., etc. Mais les valeurs de la République sont utilisées dans ce discours et ont parfois des effets concrets, souvent pour s'attaquer à nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane, très souvent, et aussi à des opposants politiques. Il faut bien voir qu'il y a aussi une tradition républicaine qui consiste à dire que les opposants politiques ont droit à une forme de traitement de faveur. Là, disant cela, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dire qu'on doit mieux traiter les opposants politiques que les droits communs. Ce que je veux dire, c'est que, parce que souvent, moi, on me fait le reproche, on me dit « Ah oui, mais tu défends les opposants politiques. Par contre, un type qui est accusé de trafic de drogue ou d'avoir volé un portable à Barbès, celui-là, tu t'en fiches, il a le droit de se prendre la violence de la justice. » Non, non, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste qu'il existe, qu'on le veuille ou non, une tradition républicaine qui commence sous la Deuxième République, notamment en 1848, avec l'interdiction de la peine de mort pour les infractions politiques. Donc c'était quand même capital, tu vois, c'est-à-dire que la peine de mort, elle est abolie en 81, mais pour les délits politiques, elle est abolie dès 1848. Alors ça, c'était un effet d'affichage, parce que par la suite, la peine de mort sera appliquée, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, aux indépendantistes algériens, qui étaient manifestement des délinquants politiques. Mais il y avait des lois d'exception qui permettaient de le faire. Mais donc, dans l'idée républicaine, c'est quand même de dire il y a un jugement de faveur pour les délinquants politiques. Et cette idée était même tellement importante qu'elle a même eu des échos sous le Second Empire. C'est pas juste la Deuxième République, c'est-à-dire que 1863, donc là c'est le Second Empire, Napoléon III, etc., on fait une loi sur les flagrants délits, et on dit, parce que c'est une idée qui est ancrée depuis longtemps, et on dit les flagrants délits, c'est pas applicable aux délits politiques et aux délits de presse. Alors qu'aujourd'hui,
le flagrant délit, c'est la comparution immédiate pour aller très vite, et on l'applique précisément aux manifestants. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est qu'au XXIe siècle, on est quasiment libéraux pire que le qu'au Second 19e. Empire. Au Second C'est ce que je Empire. veux dire. Voilà. Ah bah, C'est-à-dire nous que voilà cette idée-là- impérialistes. Voilà, non mais et cette idée-là, parce qu'en fait, c'est une idée qui est là depuis longtemps. On en trouve des traces pendant tout le 19e siècle, c'est ça. Et quand la Troisième République arrive, évidemment, elle conserve cette idée-là, et elle va même plus loin avec la grande loi sur la liberté de la presse de 1880, qui supprime la censure préalable, qui supprime toutes les lois anti-liberté de la presse qui ont été faites auparavant, et notamment par le Second Empire. Hein. Et on a cette tradition républicaine de juger les délits politiques et les délits de presse qui lui sont, je veux dire, procéduralement assimilés, ou quasiment assimilés. Il y a une petite différence, mais avec cette idée d'un traitement de faveur quand même, pour les infractions politiques. Et donc, aujourd'hui, on a encore un article dans la loi, c'est l'article 397-6 du Code de procédure pénale, qui dit que la comparution immédiate n'est pas applicable. C'est pour voir si on suit. Aux délits politiques. Et si on regarde, si aujourd'hui, là, en même temps, peut-être les auditeurs et auditrices sont en train de taper article 397-6 sur les Légifrance, parce que la loi, c'est la chose commune de tous. Et il faut qu'on puisse la lire. Ils verront qu'il y a un deuxième alinéa. Le premier alinéa, il dit les articles machin, c'est-à-dire les articles sur la comparution immédiate ne sont pas applicables aux délits politiques. Et le deuxième alinéa, il dit par dérogation à. Alors là, la loi, c'est toujours comme ça. La loi, c'est toujours comme ça. Tu as un principe et ensuite tu as une exception. Et donc, l'exception, elle a été faite par la loi d'août 2021, qui est la loi séparatisme, qui est la loi dite pour conforter les valeurs de la République. J'allais y venir. C'était le deuxième point. Cette loi qu'on n'a pas suffisamment surveillée, auscultée au moment où elle avait été discutée l'année dernière. C'est une loi Darmanin. Et cette loi séparatisme, alors tu étais venu au poste en partie pour en parler avec Nantes Révoltée, etc. Mais peut-être que tu peux revenir en 2 mots là-dessus, puis on terminera là-dessus avec une ultime question. Oui, non, j'étais venu te voir avec Ainoa Pasquale, consoeur et complice de tous ces combats depuis de longues années. Oui, donc la loi séparatisme, elle a été faite dans la suite de l'assassinat terroriste de Samuel Paty, à la suite duquel il y a eu une récupération, une instrumentalisation malheureusement de la mort et de l'assassinat de ce professeur par le gouvernement qui a voulu en faire un symbole de la liberté d'expression et donc faire une loi qui est devenue la loi séparatiste pour protéger les valeurs de la République. Et donc cette loi, pour protéger les valeurs de la République, en fait, elle s'attaque à une tradition républicaine, et notamment à cette tradition républicaine du délit politique, en permettant une exception à ce fameux article qui excluait les délits politiques de la comparution immédiate. Donc il y a ça, et cette loi, elle permet aussi, deuxième coup de canif, on va dire, dans les valeurs républicaines, de faire juger en comparution immédiate certaines infractions liées à la liberté d'expression, comme des délits, alors des délits que, à titre personnel, je réprouve évidemment, comme des délits d'antisémitisme, de haine raciale, et d'autres délits que je ne réprouve pas, ou moins, que sont les délits d'apologie et de provocation à la commission d'infraction. Il faut bien voir que ce n'est pas parce que, quand on est avocat, on nous dit « Ah oui, mais vous défendez l'infraction, vous défendez le crime, etc. » Non, je ne défends évidemment pas ces infractions-là. Ce que je veux dire, c'est qu'un régime libéral respectueux des droits fondamentaux, c'est un régime dans lequel on s'intéresse à la manière dont sont poursuivis et condamnés certains types d'infractions. Et moi, je pense que si depuis 1881, on a dit, et même avant, mais surtout depuis 1881, on a dit que les infractions de presse, de liberté d'expression, ne peuvent pas être jugées en comparution immédiate et ne peuvent pas donner lieu, en gros, à de la prison, ou au moins à de la prison préventive, c'est parce qu'on pense, et ça c'est une tradition républicaine, qu'on ne peut pas envoyer en prison pour des mots, pour des paroles, pour des écrits. Et la loi séparatisme, au nom des valeurs républicaines, vient faire le contraire et vient dire, pour certaines paroles qui nous déplaisent, on peut envoyer en prison et on peut juger en comparution immédiate. Et c'est en ça qu'il y a une forme de trahison
de la part de nos gouvernants qui, au nom des valeurs de la République, vont détruire les valeurs républicaines, ou au moins une tradition républicaine. Ah, c'est bien. Alors là, je suis content. Ça pourrait presque être la fin. Qui d'ailleurs rappelle un petit peu le début de ton bouquin, comme quoi tu es bien l'auteur du livre. Il y a un passage là-dessus. Donc, les gouvernants qui se gargarisent des valeurs républicaines, finalement, sont les premiers à ne pas les respecter. Bon, un dernier petit point personnel. Tu as fait partie de... Tu n'en parles pas dans le livre, tu as fait partie... Ne t'inquiète pas, Raphaël, là, je te sens... On va garder le silence ou pas? Est-ce que je peux appeler mon avocate, Maître Pasquale, pour lui demander conseil? Bien sûr. Ouais. Tu as fait partie du Parlement de l'Union populaire, donc qui était le think tank derrière Mélenchon, Jean-Luc. Est-ce que tu considères, parce que là c'est quand même un peu l'éléphant dans la pièce, est-ce que tu considères que la gauche de gauche même, a failli par rapport à ça? Parce que ce que tu nous expliques dans le livre, qui est terrifiant, c'est combien, loi après loi, la liberté d'expression finalement, qu'elle soit de manifestation ou de publication, elle est mise à mal. Est-ce que tu considères que la gauche, même la gauche de gauche, a laissé tomber ce dossier-là, et qu'est-ce qui fait que tu étais derrière Monsieur Mélenchon pour les élections? Vous avez 2 heures. D'ailleurs, c'est peut-être Mélenchon, ton client qui t'attend là. Pour une plainte, non? Alors, écoute, j'ai fait le choix de rejoindre le Parlement et de soutenir Jean-Luc Mélenchon parce que j'avais fait un constat simple qui découle un peu aussi du précédent livre, qui est de dire il y a des problèmes liés à la liberté dans ce pays, aux libertés dans ce pays, et ces problèmes sont imputables à certaines lois qui sont faites et qui sont, me semble-t-il, mal faites et dont certaines devraient être abrogées. Je dis dans ce livre aussi qu'il y a des problèmes qui sont dans la manière dont les procureurs vont agir, dont les procureurs vont répondre aux injonctions gouvernementales. Donc à un moment donné, je me dis, est-ce que je continue avec des collectifs d'avocats et avocates à défendre dans les tribunaux les personnes? Évidemment, je vais continuer, hein, que les choses soient bien claires. Je continue. Nous continuons. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi déplacer le combat sur le terrain politique? Et je me dis que s'il y a ces problèmes que je dénonce dans mes ouvrages, c'est aussi en raison de lois et de décisions qui sont de nature politique. Donc à un moment donné, je me dis, OK, il faut s'engager aussi. Il faut dire où va-t-on? Que peut-on dire dans le écrire la loi plutôt que la combattre. Comment? Écrire la loi autant que la combattre. Exactement. Et alors pourquoi le Parlement de l'Union populaire et la France insoumise? Parce que j'y ai des amis et des camarades, le député Hugo Bernalicis, dont je suis l'avocat. Ah, pas de nom. Bon, pas de nom. L'avocat d'Hugo Bernalicis? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à voir pendant 5 ans, j'ai appris à voir pendant quelques années ce qu'il faisait, ce que faisait la France insoumise au Parlement. Alors évidemment, il y a des points de désaccord, mais je vois aussi ce qu'ils font et je trouve que c'est quand même un travail intéressant. Donc, et j'y ai d'autres amis camarades qui viennent des mouvements sociaux, comme Aurélie Trouvé, par exemple, qui est venue d'Attaque il y a passé une vingtaine d'années dans l'intermondialisme, etc. Donc, ça a aussi du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai dit, je vais soutenir parce que il y a un combat à mener pour les libertés et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce combat est porté par la France insoumise. Donc, c'est évidemment à cet endroit-là que je suis allé. Maître, merci infiniment. Il est 10h15. Je suis désolé des petits problèmes techniques qu'il y a eu au début. Le chat était très sage aujourd'hui. Il t'écoutait religieusement. Je pense qu'il y a certains ont écouté la lecture de l'ouvrage. Un certain nombre l'ont déjà précommandé. Il sort quand le bouquin? Il sort aujourd'hui, demain? Demain, il sort demain. Il sort demain. On écoutait avec beaucoup d'intérêt. Merci, maître. Merci David. À bientôt. C'est quand même extraordinaire. Allez, salut. Il est pressé, l'avocat. Il est pressé. Merci bientôt, beaucoup, Raphaël. Merci d'être passé. À très bientôt et bravo. Salut. Franchement, bravo. Merci beaucoup, David. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, chers amis. Alors, je suis désolé. En fait, ce qui se passe, là, depuis une demi-heure, j'ai le doigt sur la souris. Empêcher ce putain de micro de s'augmenter tout seul.
j'ai découvert au bout de 15 minutes où était le problème. Donc j'ai un truc, j'en ai ras le bol, j'en ai ras le bol, j'en ai ras le bol. Ah là 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 là, c'est quoi? Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Voilà, et je vais essayer de voir ce qui se passe. Je crois que notre prochain achat de matériel sera une vraie table de mixage, parce que là, c'est vraiment pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. Alors, désolé hein, pour les problèmes de son. Non, c'est pas OBS, c'est le... Enfin, je sais pas, il faut qu'on regarde ça de près. Donc, je suis... Non, c'est pas le mulot, c'est le micro, le logiciel du micro, le gain d'entrée augmente tout seul. C'est l'autogestion ici. C'est l'autogestion. Et en fait, bon, c'est tout con, mais le son, ça se règle pas virtuellement. Voilà, il faut une table de mixage. Voilà. Donc, on va passer à ça un jour ou l'autre. Et c'était d'autant plus énervant que c'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà. Oui, mais juste un redémarrage de PC. Le problème, si tu veux, c'est que quand je démarre l'émission, moi, tout marche bien. Tu vois, et donc on peut pas juste redémarrer. Et par ailleurs, franchement, c'est un truc complètement dingue les PC. Je veux dire que quand ça va pas, tu redémarres puis ça va. Mais c'est pas possible, c'est pas sérieux comme mode de fonctionnement. Voyons. Voilà, juste une petite Yamaha analogique, c'est pas cher. Ah bah tiens ouais François, si jamais tu as des suggestions, puisque toi tu connais bien tout ça, OBS et tout ça, il faudrait une table de mixage qui permettrait d'entrer beaucoup de sons, tu vois, le son de Firefox, qu'on puisse entrer un certain nombre de sons qu'on pourrait ensuite réenvoyer à OBS, mais que moi j'ai des touches pour régler ça, parce que là c'est vraiment l'enfer. Merci beaucoup, coucou. Voilà déjà 5 € investis dans une table de mixage. Ça, c'est parfait. Bon, néanmoins, j'espère que l'entretien avec Kempf vous a plu. C'était super en tout cas. Du coup, ça serait bien de faire une émission sur la liberté d'expression. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que Eurial peut monter ça pour Blast? Est-ce que c'est faisable pour Blast? Il augmente à nouveau là. C'est possible. Ah, je me rends compte d'un truc, dis donc. Ouh là là, ça c'est très intéressant. Ah non, ça déconne. Ça déconne à nouveau, là, il monte tout seul. Ouais, il remonte tout seul. Le gain monte. Donc effectivement, le micro tout à l'heure, il était là, il est à 64. Et regardez, je touche à rien, il monte tout seul. Ah, merci, merci Elf. Et regardez, le son, il monte tout seul. Je vous jure, je touche à rien. Nous sommes à 86, 87, qui dit mieux, 92. Et là, normalement, ça devrait être sursaturé. 100. Il faudra peut-être redresser le son. Oui, mais bon courage à elle. Carrément. Ah oui, c'est faisable. Merde, dans l'idée, oui, mais le souci du son, ça risque de lui donner un taf de fou. Oh là là, Scorch. Voilà, on est bien à 100%. La leçon, il sature à mort, vous êtes bien d'accord? Je ne touche à rien. Hein, le mulot, il est là. Allez, je repars. Regardez. Là, je suis... Là, a priori, normalement, le son devrait être bien. Vous allez me dire si c'est bon. Non, mais c'était ce que j'étais en train de me dire. Oh non, peut-être qu'il faut que je reformule les questions. Je sais pas si ça peut être naturel, ça ou pas. Alors là, le son devrait être meilleur. Alors, dites-moi si le son est meilleur, là. Est-ce que le son est meilleur? Déjà, voir si c'était ça le problème. 1, 2, 3, ça sature encore un peu. Bof. Je sais pas. On va régler ça. Je comprends pas. Je n'ai pas touché au réglage. Je pensais que c'était le fait d'avoir un invité parce qu'on a un système de sidechain, mais non, c'est pas ça non plus. Si, maintenant, vous voyez, là, ça monte. Parce qu'il monte tout seul, le micro. Ah bah là, c'est bon. On va savoir. Bon, bref.
Donc, non, refaire le son, ça me paraît un peu compliqué. Refaire le son, ça me paraît un peu compliqué. Bon, on va regarder. Alors, par ailleurs, les amis, soyez sympas. Quand il y a des problèmes, faut pas dire hey, il y a des problèmes, c'est quoi ce son de merde? Ça, vous pouvez le dire, mais pas 10 fois, parce que c'est hyper stressant. Dites-moi exactement ce qui se passe. Est-ce que ça sature? Est-ce que c'est trop ferme? Est-ce que le volume est trop élevé? Est-ce que c'est un problème de gain? Dans la mesure du possible. Parce que sinon, c'est très... c'est très déprimant. Merci beaucoup. Ah bah non, Émile Cheval, t'es complètement dingue. Le micro Yeti, non, il n'est pas censé être en mono. Merci Pimi. Qualité audio saturée présentement. Voilà, oui, c'est ça, parce que là on est à 92, donc je sais pas pourquoi. Donc non, je vous le dis parce que si vous voulez lire 40 messages d'affilée, le son est naze, en fait, ça a un effet assez terrible. Voilà, donc c'est mieux si ça peut être constructif sur le moment, quoi, de dire voilà, je t'entends que dans mon oreille gauche et très saturé. Ah bon? Je vais aller régler ça tout à l'heure. Ben dis donc, là vous êtes cool les amis. La table de mixage, ça vous motive. Ah, ça quand c'est du matériel, oui, hein, mais quand c'est les humains, on s'en foutait. Alors je déconne. Hey, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Arrête tes conneries. Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter le stream. Et je reprends dans 5 minutes et on fait des réglages. Voilà. Donc, c'est un stream technique. Le prochain stream, c'est un stream technique. Ne vous embêtez pas. Si ça vous intéresse. Là, c'est bien. Je comprends rien. Nouveau booster pour le son. Je peux faire un don pour que tu t'achètes un nouveau doigt. Merci beaucoup, parce que là, ça commence à être un peu difficile. Ou alors, vous voulez qu'on reste, on garde l'antenne. Je voulais aussi vous parler. Alors effectivement, là, vous avez raison. Attendez, là, il y a un vrai problème. Alors, attends, là, je m'occupe du micro Yeti. Ok. Je m'occupe du micro Yeti. Donc, normalement, alors là, je vais faire le rééquilibrage gauche-droite. Gauche-droite. Là, pourtant, il est déjà... Son idéologie.